S'il y a un rituel qui est un peu partout dans tous les médias sociaux, il se vend une tonne de produits, il y a une tonne de livres décrits sur ce rituel-là, c'est le rituel du matin. Mais celui qui est probablement le plus négligé et le rituel qui est probablement le plus méconnu, c'est ce que j'appelle moi le rituel de fermeture de journée. Et c'est littéralement l'endroit, la plupart du temps où je commence en pratique privée, c'est l'endroit, c'est l'habilité que je fais développer rapidement chez les gens avec qui j'interviens. Pourquoi? Parce que ça peut sauver ta vie personnelle. Ça va te permettre d'améliorer ta performance de façon exponentielle. C'est ce qu'on discute aujourd'hui. Vous savez qu'apprendre à séparer sa vie personnelle et professionnelle dans un monde, on le sait, où on est hyper connecté, où la sphère personnelle et professionnelle, maintenant, la frontière, elle est très floue, alors qu'il y a quelques années, c'était une frontière qui n'était pas diffuse, qui était bien déterminée. Quand tu étais au travail, tu étais au travail. Et lorsque tu étais à la maison, bien, tu étais à la maison, même s'il y avait des façons quand même de rejoindre les gens. Aujourd'hui, on vit dans une société hyper connectée. Et imaginez, avec la venue du télétravail, où plusieurs personnes maintenant travaillent de la maison, certains travaillent de la cuisine. Alors imaginez, quelle est la frontière entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Et c'est pas facile pour certaines personnes. Il y a des entreprises qui sous-estiment l'impact de ne pas avoir l'habilité qu'on appelle à décrocher, à terminer sa journée, à mettre ça de côté. Et aujourd'hui, je veux vous parler avec vous des 8 étapes qui composent le rituel de fermeture de journée. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages. Si on regarde, je regardais une étude qui a été publiée, c'est une étude longitudinale, donc qui a été faite sur 7 ans. Et dans le top 10 des activités stressantes pour lesquelles on n'est pas vraiment bon à gérer, l'habilité à séparer la sphère personnelle et professionnelle, c'était la 3e. C'est dans le top 3 du top 10. Donc on voit qu'on en est conscient pour tous, mais on n'est pas toujours bien équipé pour y faire face. Donc, comme individu, comme groupe, comme entreprise, il y a encore très peu d'entreprises qui sensibilisent les gens ou qui forment les gens ou qui se mettent des règles. Je pense que la France est le seul pays au monde où maintenant les entreprises doivent avoir une politique de déconnexion entre quelque chose qui est obligé par le gouvernement, qui est documenté et qui est écrit, et la réalité, parce que c'est beau avoir une politique, mais ce qu'elle est appliquée, c'est autre chose. Il y a des environnements qui sont des environnements de haute performance, des environnements qui indirectement vont vous demander sans le faire, mais le non-verbal et tous les comportements vous incitent à rester connecté pratiquement en tout temps. Il y a certains environnements qui vont glorifier le temps de réponse des courriels. C'est ce qui fait qu'on finit par tomber dans un panneau où on s'imagine qu'on reçoit une badge d'honneur, la médaille d'honneur, parce que quand les courriels rentrent, que ce soit le soir, que ce soit le week-end, on a la petite sonnerie, le petit ping, et nous autres, on se fait comme devoir d'y répondre le plus rapidement possible, parce qu'on sait qu'en faisant ça, on s'imagine qu'on va être perçu comme un employé beaucoup plus engagé. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à un autre endroit. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui ont cette habilité-là, complètement déconnectés, et à savoir quand reconnecter et reconnecter avec force, avec enthousiasme, avec profondeur, les gens qui ont la capacité à faire du travail en profondeur, le deep work, comme le dirait Cal Newport, je pense que l'avenir, la valeur ajoutée, le travailleur, la personne qui est en mesure de reconnecter au bon moment, qui est bien structuré, qui a ses sessions de deep work à l'agenda, et c'est probablement la personne qui produit le plus de valeur, et c'est probablement aussi l'endroit où on aimerait tous être, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup moins de stress aussi. Il y a beaucoup moins de stress parce qu'à chaque jour, la journée se termine. Je ne devrais pas dire à chaque jour, parce que les journées ne sont jamais parfaites, et il y a des journées qu'on échappe, même si on est très élevé dans cette dimension-là, et il y a des journées où on termine, plusieurs journées, lorsqu'on est bien organisé, où on est vraiment satisfait de ce qu'on accomplit, parce qu'on sait que ce qu'on fait, c'est la bonne chose à faire, et on sait surtout que ce qu'on fait est utile. Ce qu'on fait procure de la valeur ajoutée à l'organisation. Il y a quelqu'un en bout de ligne, que ce soit un client interne ou un client externe, qui va consommer le fruit de notre travail ou qui va consommer l'impact
du fruit du travail qu'on a fait, puisque souvent c'est une chaîne, même dans les travailleurs de la connaissance, on peut dire. Donc, il y a énormément d'avantages à avoir un rituel de fin de journée. Je vous donne un peu ici des raisons. Pourquoi il est si important, des raisons et des avantages d'avoir un bon rituel de fermeture de journée. La première des choses, le premier avantage que je vois, c'est pour mettre fin à 2 journées. Ça va peut-être vous faire sourire, mettre fin à 2 journées. Quand tu pars du travail le soir, tu veux mettre fin à ta journée, la journée d'aujourd'hui, et tu veux mettre fin à celle de demain. Parce que tu veux pas partir le soir et commencer à penser à demain. Donc, dans ton rituel de fermeture de journée, tu veux fermer 2 journées, celle d'aujourd'hui, celle de demain. Tu veux pas non plus transporter la charge mentale de ta vie professionnelle dans ta vie personnelle. Donc, c'est une des autres raisons pourquoi aussi tu dois avoir un rituel de fermeture de journée. Le rituel de fermeture de journée va te permettre aussi de faire le bilan de ta journée rapidement. Et on va revenir sur le détail de ces étapes-là. Ça va te permettre aussi de mesurer ton progrès par rapport à tes intentions ou tes engagements ou tes objectifs. Un objectif, c'est une intention spécifique. Ça va te permettre de mieux gérer les imprévus, parce que si tu as des imprévus dans ta journée et que ça va avoir des impacts le lendemain, dans ton rituel de fermeture de journée, tu vas déjà être en reprise de contrôle, qu'on appelle. Tu vas être en mesure de voir comment tu vas adapter ta semaine, ta journée du lendemain à cet imprévu-là que tu n'avais évidemment pas prévu dans ta semaine. Ça va te permettre de développer aussi une discipline d'alternance entre ta vie personnelle et professionnelle. Plus tu deviens bon à exécuter ton rituel de fermeture de journée, meilleur que tu deviens à fermer la porte de ta vie professionnelle et à ouvrir celle de ta vie personnelle. Et l'inverse est aussi vrai. De fermer la porte de ta vie personnelle parce que tu vis des problèmes et que ça ait le moins d'impact possible sur ta vie professionnelle. Ça va te permettre de faire le ménage de ta to-do list quotidiennement. Ça va préparer le terrain pour la journée du lendemain et ça va te faire évidemment une belle transition. Alors, je te donne ici en détail la recette que moi j'enseigne qui peut varier un peu selon les moments de l'année et je t'invite à la regarder, ces 8 étapes. Puis je t'invite à le regarder toujours, comme je le dis toujours, d'adapter la méthode à ta réalité, à toi, que je ne connais pas. Mais en général, je te dirais que 80% des étapes qu'il y a là s'appliquent très bien, peu importe l'environnement de travail. C'est vraiment du fine-tuning, comme on dit, qu'on a à faire. La première étape, c'est que le rituel de fermeture de journée, je ne devrais pas dire la première étape. Je devrais te dire que la première chose qui est importante, c'est que ton rituel de fermeture de journée, il doit apparaître dans ton agenda. Alors, tes rituels, exemple, le rituel du matin, le rituel de fermeture de journée, le rituel du soir, utilise ton agenda pour gérer ta vie personnelle et professionnelle. Donc, insère tes rituels. Donc, mon rituel de fermeture de journée, il est du lundi au jeudi. Et le vendredi, j'ai un rituel que j'appelle le rituel de fermeture de la semaine. Puisque le vendredi, c'est un petit peu plus long, puisqu'on ferme la semaine, on s'en va vraiment décrocher pour le week-end. Donc, il devrait apparaître. C'est quoi la durée idéale d'un rituel de fermeture de journée? Ça peut durer entre 10 et 30 minutes. Donc, si tu me dis que tu n'as pas le temps, c'est parce que tu ne veux pas le faire ou tu ne veux pas trouver le temps. Mais les avantages sont tellement importants, les bénéfices sont tellement importants que je t'invite vraiment à l'inscrire à ton agenda. Je te dirais, mets-toi, moi, dans mon agenda, tu regarderais mon agenda, c'est 30 minutes que j'ai. Est-ce que ça me prend 30 minutes? Rarement. C'est très, 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 très rare. Mais je me mets 30 minutes, ça me crée un peu de marge de manœuvre aussi. Si jamais je le commence un petit peu plus tard, ou si jamais je finis ma journée un peu plus tard, ça me permet quand même d'avoir toutes mes étapes. Et à l'intérieur du rendez-vous, ou que tu inscris à ton agenda, qui s'intitule « Rituel de fermeture de la journée » de 4h30 à 5h, si je donne cet exemple-là, dans la section des notes de ton agenda, de ton calendrier Outlook ou calendrier Google, peu importe lequel tu utilises, là, en général, il y a une section notes, et là, tu vas mettre les étapes que je vais te donner. Fait que comme ça va te faire un aide-mémoire et tu vas pouvoir créer une récurrence tous les lundis ou du lundi au jeudi à chaque semaine, de 4h30 à 5h. Cette récurrence-là, qui est le rituel de fermeture de journée, revient. Et à chaque jour, si jamais tu es dans un imprévu ou tu es stressé ou tu as perdu de vue ce que tu dois faire, tu as juste à cliquer sur ton rendez-vous. Tu vas l'ouvrir, tu vas voir tes notes, tu as juste à exécuter la recette qu'il y a là, tu vas avoir un bon gâteau
Alors, l'étape numéro 1. Donc, c'est dans ton agenda, ça dure entre 10 et 20 minutes. Mettons que tu te mets un rendez-vous de 30 minutes. Et l'étape numéro 1, c'est quoi tu fais? C'est que tu vas aller te chercher une victoire, une dernière victoire de la journée. Une petite victoire. Ça peut être répondre à un courriel qui est important. Tu veux toujours finir ta journée avec une victoire. Peu importe. The Progress Principle. Amabil et Kramer, 2012, qui est écrit ce livre-là, The Progress Principle. C'est un livre qui ne parle que le principe de la progression. Et terminer sa journée avec une victoire, c'est ultra important. Quand tu vas chercher ta petite victoire à la fin de chaque journée, c'est peut-être le baume qui va te permettre de finir une journée qui est extrêmement difficile, où il n'y a rien qui a fonctionné aujourd'hui. Ben, au moins, quand tu embarques dans ton rituel de fermeture de journée, tu vas t'en chercher une. Va t'en chercher une facile. Mais oublie-le pas. Elle est super importante. Sois intentionnel. Ça peut être un petit message que tu envoies à ta blonde, à ton enfant, à ta mère, un parent, un ami. Juste un petit message de gratitude. Hey, salut Sébastien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je voulais juste te dire, j'aimerais ça qu'on puisse se revoir. Tu veux finir ta journée sur une note positive. Va chercher ta victoire. Étape numéro 2. J'appelle ça ton score de productivité. Il y a des gens qui disent, ouais, mais Pat, toi, tu mets des scores partout. Ben, pas partout, première des choses. Deuxième des choses, tu regardes les entreprises performantes. Les entreprises performantes, les gens performants, tout le sport est mesuré. Trouve-moi un sport qui n'est pas mesuré, ça n'existe pas, ça s'appelle pas un sport. Ça s'appelle un loisir. Les entreprises performantes, regarde-les. Prends le livre Good to Great de Jim Collins. Prends n'importe quel livre qui est écrit chez les entreprises performantes. Et surtout, si tu vas les visiter, si tu as la chance, tu vas tomber sur le cul, pour prendre cette expression-là, pour voir comment est-ce qu'ils mesurent un paquet de choses. Donc, tu dois te mesurer. Tu dois développer cette habilité-là à mesurer ton progrès. À être capable d'enlever tes lunettes roses le jour, le soir, en terminant ta journée, en te disant aujourd'hui, sais-tu quoi, je l'ai échappé, j'ai procrastiné, j'ai pas été dans ma zone. Peu importe les raisons, mon score de productivité, dans mon cas, il est simple, j'appelle ça 33, 66, 99. Comme j'ai un top 3 de la journée, ben c'est avec ça que je vais évaluer ma journée tout simplement. J'en parle dans mes rituels aussi, comment je planifie ma semaine. Et mon score de productivité, donc si j'ai fait mes 3 priorités de la journée et que c'était clair, c'était quoi la définition du succès pour chacune des priorités, ben si j'en ai fait une sur 3, c'est 33%, 66 si j'en ai 2, puis 99 pour pas dire 100 si j'en ai 3. Ça fait beau 33, 66, 99. Un petit chiffre, je mets un cercle autour de ça. Pas long, là. Small win, une petite victoire, score de productivité, je suis à peu près à 1 minute et demie, 2 minutes. Numéro 3, je veux regarder ma semaine avance comment. Qu'est-ce que j'avais identifié comme étant mes 3 priorités de la semaine? C'est facile de perdre de vue ces priorités de la semaine dans un monde où tout va vite. C'est pour ça que vos 3 priorités de la semaine, votre focalisateur, qui est l'outil que j'utilise pour ça, et que vous pouvez obtenir d'ailleurs dans la description du podcast, il y a un lien pour récupérer vos outils gratuits. Vous allez voir le focalisateur, outil très simple qui permet de décider cette semaine, c'est quoi mes 3 grosses priorités. Donc, je veux voir cette semaine, est-ce que je progresse, est-ce que j'avance? Si on est mardi soir, et j'ai un beau score de productivité, mais il n'y a rien qui est en lien avec mes 3 priorités de la semaine. Ben, quelque part, je me mets des lunettes roses. Je m'amène au vu. J'ai probablement pas choisi les bonnes priorités quotidiennes parce que c'est pas aligné avec mes priorités de la semaine. Donc, revue du focalisateur, top 3 hebdomadaire. La plupart du temps, évidemment, vous vous en doutez, c'est assez bien aligné. Je vais dire, oups, celui-là, la priorité numéro 3, on est rendu mercredi soir. Ça demande un bon 3-4 heures de travail. Je suis obligé de réajuster mon horaire. C'est ça que ça permet de faire. Ça permet rapidement de faire face à l'imprévu, de se réajuster et de garder le cap. Et quand tu as plusieurs semaines comme ça, qui s'accumulent comme des mois, et tu finis par avoir des bons trimestres qui se transforment en une année exceptionnelle. C'est comme ça qu'on se transforme, c'est comme ça qu'on bâtit notre progression. Votre futur se bâtit aujourd'hui. Ça, je le répète souvent. Perdez-les jamais de vue. Allez chercher vos victoires aujourd'hui avec votre top 3 quotidien. Et assurez-vous que le top 3 quotidien est en ligne avec les 3 priorités de la semaine. Et logiquement, vos 3 priorités de la semaine après semaine, ils devaient s'aligner avec
le top 3 annuel. Si cette année, prenons l'exemple, cette année, un de mes objectifs annuels, c'est d'écrire mon livre. Ben, si à chaque jour, je regarde mes journées depuis le début de l'année, il n'y a jamais une journée que j'ai pris pour écrire mon livre, puis que je l'ai identifié dans mon top 3 hebdomadaire, ben c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système, là. Je prends un engagement, je ne le respecte pas. Donc, ça me permet, ça, de revalider et de m'ajuster rapidement. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai revu le top 3 hebdomadaire, je me suis donné un score, c'est-à-dire, je recommence, 1, 2, 3. J'ai été chercher ma victoire, j'ai donné mon score de productivité, 33, 66, 99. J'ai revu rapidement mon focalisateur, c'est pas long, ça prend une minute. Ça avance bien ma semaine. Oups, je dois m'ajuster. Prochaine étape, l'étape 4, définir ton top 3 du lendemain. Demain matin, en entrant au travail, qu'est-ce que tu vas faire dans le premier bloc de 90 minutes? Comment tu vas l'occuper? Ça va être ton top 1. Trouve-toi, si c'est pas un bloc de 90 minutes, puis c'est un bloc de 15 minutes, c'est correct aussi. Mais ce que tu veux faire, c'est que tu vas occuper ton temps dans des moments où ton esprit est frais, ta bande passante est élevée, tu as de l'énergie intellectuelle, ton centre exécutif est reposé parce qu'il a bénéficié d'une nuit de sommeil. Tu peux donner ton temps non pas à ta boîte de courriel, non pas à des urgences ou des soi-disant urgences. Tu veux donner ton temps à ce qui est important. Tu veux te mettre dans ton agenda. Tu vas aller te chercher une victoire importante le lendemain matin. Donc, définir ton top 3 du lendemain et ton top 1, c'est qu'en entrant au travail, qu'est-ce que tu vas faire? Et pas de courriel, pas de messagerie, tu le sais, c'est pas le temps pour ça. Et tu vas aller déposer tes blocs de temps dans ton agenda par rapport à ton top 1, top 2 et top 3. Donc, si le matin, en entrant, tu fais ta priorité numéro 1, exemple, tu as mis 45 minutes, tu penses qu'à l'intérieur de ton 45 minutes, tu vas finaliser ta présentation. Elle est déjà très, très, très avancée. Tu as juste à la revoir, corriger les fautes un petit peu, puis 45 minutes, 60 minutes, c'est terminé. Ben, si tu ne le mets pas à l'agenda, tu risques de faire ça dernière minute, quand ça va être le temps de la présenter quasiment. Alors que là, tu es en contrôle. Tu as le temps de la laisser mijoter un peu pendant peut-être une semaine parce qu'elle est déjà prête. Tu as le temps d'avoir tes antennes qui sont ouvertes pour peut-être recevoir de la nouvelle information qui va te permettre de l'ajuster, de l'améliorer même, d'avoir une meilleure qualité dans ta présentation. Donc, l'étape 4, c'est définir ton top 3 du lendemain. L'étape 5, revoir ton gestionnaire de tâches. Ta to-do list. C'est quoi la to-do list? C'est les tâches qui ne sont pas dans ton agenda et qui sont en général moins importantes. C'est pas dans tes grosses roches, c'est pas dans tes grosses priorités. Et il en demeure pas moins que ces tâches-là doivent être faites. Faire un téléphone à un client ou retourner un appel à M. Tremblay, qui est un bon client, ça ne sera pas ta priorité numéro 1 de la journée, mais ça doit être fait demain. Donc, tu vas trouver un moment dans ta journée, tu l'inscris dans ta liste de tâches à faire, mais ça ne fait pas partie de ton top 3. Le top 3, on se rappelle, c'est les activités du cadran 4, cadran Eisenhower. C'est des activités en général qui ne sont pas urgentes, mais qui sont drôlement importantes. Donc, revoir ton gestionnaire de tâches. Étape numéro 6, je ne sais pas si tu as une idée, tu vas préparer ton bureau, l'environnement physique. Tu vas préparer ton bureau, pourquoi? Pour demain matin. Quand tu vas rentrer demain matin, tu veux pas avoir devant toi un paquet de documents pas classés qui va attirer ton attention, qui va mettre ton attention à l'endroit où tu devrais pas. Donc, tu vas préparer ton bureau physiquement pour éliminer les distractions qui vont t'empêcher de faire ta tâche numéro 1 que tu as mis dans ton agenda. Donc, c'est un paquet de papier qui traîne, ramasse-les toutes, mets-les dans une pile, mets ça sur la commode en arrière de ton bureau. Quand tu veux arriver, tu vas avoir juste sur le bureau ce qui est strictement nécessaire pour faire ta priorité numéro 1. Deuxième chose, qui est toujours dans la 6, c'est que tu vas préparer ton ordinateur. Ça veut dire quoi préparer son ordinateur? Ça veut dire peut-être fermer la boîte de courriel. Tu vas ouvrir juste l'application qui est nécessaire pour faire ta priorité numéro 1. Si tu as besoin de l'ordinateur. Si tu n'as pas besoin de l'ordinateur et tu as la mauvaise habitude en arrivant au bureau d'aller ouvrir ton ordinateur en prenant ton café, en mangeant ton muffin, aller dans ta boîte de courriel, mets-toi un gros post-it sur ton écran. Marque pas de courriel. Top 1, priorité numéro 1. Indique là c'est quoi. Colle-les sur ton écran. Ce que tu veux, c'est
développer des saines habitudes qui vont te mettre dans l'action, qui vont te permettre d'accomplir ce qui est vraiment important. Et tu veux éliminer aussi en même temps un peu les mauvaises habitudes, les embuscades que j'appelle les fameuses embuscades qui t'empêchent de faire le travail que tu devrais faire et que finalement tu vas finir par faire. Et quand tu vas le faire, c'est parce que ça va être important et urgent. Ça va être comme un feu, comme un pompier. C'est pour ça qu'on appelle ça des pompiers. Hein, les gens qui attendent toujours à la limite, procrastinent, puis finalement finissent par le faire et finissent par se convaincre, c'est ça qui est le pire. Les autres, ils fonctionnent juste à la pression. Mais le jour où ces types de personnalités-là, et en passant, j'ai déjà été dans ça, et ça m'arrive encore de l'être, là, personne n'est parfait. Mais le pire, c'est quand on est dans ces situations-là, on est souvent dans le déni et on va se faire à croire que c'est vrai que nous, on fonctionne juste à la pression. Mais le jour que tu découvres que c'est possible de faire avancer tes projets et de presque plus vivre de stress, puis partir à 5 heures, quand il y en a qui vont rester jusqu'à 10 heures, 11 heures, qui vont peut-être se taper une nuit, faire le rapport ou la présentation du lendemain, et que toi, tout est sous contrôle parce que tu as développé l'habileté de prioriser, de te planifier et d'exécuter dans les moments où ça compte. Souvent, c'est dans les matinées. Il y a tellement d'avantages et on se sent tellement bien et on a aussi un niveau de satisfaction tellement plus élevé par rapport à son travail. Vous le savez, travailler très tard le soir parce que les délais sont rendus serrés, ça fait une nuit de sommeil qui est diminuée, c'est notre niveau d'énergie est en montagne russe. On arrive à la maison pour le week-end, puis on est complètement épuisé. On n'a plus d'énergie pour ceux qu'on aime, ou il nous en reste presque plus. Donc on se sent coupable. On a juste le goût de dormir, de relaxer, de rien faire. Les autres aimeraient ça qu'on fasse de quoi, mais on n'a plus vraiment le goût de le faire. Et le lundi revient, et on finit par plus aimer son travail, parce qu'on est pris dans un cycle de montée, de descente, de montagne russe d'énergie qui est vraiment, vraiment malsain. Donc, ce rituel-là, qui est le rituel de fermeture de journée, c'est dans tout ce que j'enseigne avec le focalisateur, là, c'est les deux outils qui sont les plus game changer. Parce que dans le rituel de fermeture de journée, comme vous le voyez, on attaque beaucoup de choses. On attaque son top 3, on attaque sa to-do list. Fait que ce seul rituel-là, lorsqu'il est bien maîtrisé, il y a un impact énorme sur la qualité de vie et sur le niveau de production qu'on peut avoir dans le travail et à la maison également. Étape numéro 7, choisir ce que vous apportez avec vous. Ça fait drôle de dire ça. Soyez stratégique et intentionnel. On fait un rituel de fermeture de journée pour fermer sa journée, pour mettre fin à la vie professionnelle. Mais la vie n'est pas parfaite. Et aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Quand tu es entrepreneur en général, c'est rare que ta journée finisse à 4 heures, à 5 heures. Parce que souvent, quand tu es entrepreneur, puis tu aimes vraiment, tu es passionné par ce que tu fais, ton problème, c'est de contrôler ta passion. Et c'est pas vrai que tu vas faire le rituel de fermeture de journée et que 5 jours par semaine, tu vas partir et tu n'auras jamais de travail à la maison. En tout cas, s'il y en a qui sont entrepreneurs, qui ont énormément de succès, puis qui travaillent 35 heures par semaine, envoyez-moi vos noms, je veux vous connaître. Oui, il y a des étapes dans la vie. Il y a des étapes où tu arrives, peut-être une étape où tu peux vraiment déléguer. Mais en général, quand tu es dans l'entreprise privée ou tu es entrepreneur, l'investissement en temps que tu dois faire est beaucoup plus élevé que 35 heures par semaine. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est comment tu vas calibrer ça avec ta vie personnelle. Et il est là le secret. Prenez les Grant Cardone de ce monde, puis les Gary Vaynerchuk, qui vont vous dire que vous devez travailler 80 heures par semaine, puis sinon, ça donne rien de penser à avoir du succès. Je trouve que ça, c'est un peu totalement déséquilibré. Et vous savez que j'utilise jamais le mot équilibre, là. J'utilise le mot calibration, mais c'est peut-être à l'autre extrême du spectre. Mais entre ça et celui qui travaille 35 heures et qui à 5 heures veut apprendre à déconnecter davantage, ben peut-être que l'entrepreneur qui veut aussi redonner du temps de qualité à son conjoint, sa conjointe, à ses enfants ou à ses amitiés, mais peut-être qu'il va décider qu'il y a 2 soirs par semaine, qu'à 5 heures, c'est la grande déconnexion. Et c'est ça de la calibration. Ça, c'est de la calibration intelligente. Donc, c'est déjà ces 2 soirs-là, par rapport à où j'étais avant, c'est déjà un gain énorme. Et si c'est juste un soir, ben c'est juste un soir. C'est ça votre transformation à vous.
Et la transformation, c'est pas une recette de gâteau que tu appliques à tout le monde, puis que tout le monde doit le manger avec la même saveur. C'est pas ça. C'est que chacun prend la recette et va l'adopter pour améliorer la situation de où vous partez. Et c'est ça, la sagesse de toutes ces techniques-là, de livres de productivité, de performance, c'est d'être en mesure de choisir ce qui me parle le plus, ce qui risque d'avoir le plus d'impact, ce sur quoi je suis le plus prêt à m'engager et de l'adapter à ma réalité et de m'assurer que ce que je vais faire, les décisions que je vais prendre, ça va faire de moi une meilleure version de moi-même. Le secret est là. Point numéro 8, choisir son point d'ancrage. C'est quoi son point d'ancrage? C'est quelque chose qui est physique et que lorsqu'on touche, il y a comme un mantra qui se déclenche. Un mantra où on se dit touchdown. Prenez j'ai toujours le touchdown pour les navettes spatiales qui revenaient de l'espace. Touchdown Columbia. Ceux qui ont écouté les atterrissages de navettes spatiales, parce qu'évidemment, la navette, quand elle revient, elle n'a pas de moteur. Fait qu'on s'entend que lorsqu'elle atterrit, puis que les deux roues touchent au sol, tout le monde est heureux. Parce qu'elle ne peut pas remettre les moteurs, puis repartir, puis se reprendre une deuxième fois. Fait que le mot touchdown, dans le cas d'une navette spatiale, il signifie énormément. Ça veut dire on a réussi en majuscule. Moi, mon point d'ancrage, c'est quand je pars du bureau, puis j'enclenche le système d'alarme. Ça, c'est mon point d'ancrage. Et quand je fais le code pour le système d'alarme, dans ma tête, ça me dit « Game over ». Pas à tous les soirs, parce qu'il y a des soirs que je l'applique différemment. Je ne veux pas partir d'ici et tout laisser. Je vais avoir peut-être une session de travail de 7h30 à 8h30 qui va être dans mon agenda. C'est intentionnel et ça fonctionne bien dans mon horaire. Mais mon point d'ancrage, c'est le système d'alarme. Il y en a pour qui ça va être la poignée de porte du bureau. Il y a des gens, ça va être en touchant la poignée de porte de l'auto ou en entendant le bip-bip du système d'alarme quand vous débarrez les portes de la voiture. Assurez-vous d'avoir un point d'ancrage. Il y a des gens que leur point d'ancrage, c'est la poignée de porte de la maison. Quand je touche à la poignée de porte de la maison, il faut que je sois conscient que touchdown, game over professionnel, c'est fini. On rentre dans une nouvelle pièce, dans un nouveau monde. C'est la vie personnelle. Donc, je vous rappelle les 8 étapes juste en rafale. Je vais prendre mes feuilles ici. Étape numéro 1, aller chercher une dernière victoire. Peu importe que ce soit envoyer un petit message de gratitude, répondre un courriel, retourner un message vocal, aller chercher une dernière victoire. Deuxième, donnez-vous un score de productivité pour votre journée. 33, 66, 99. Si j'ai un top 3 de la journée, à la fin de la journée, quand je ferme ma journée, il y en a combien des 3 que j'ai réussi à bien faire? 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Troisième étape, revue du top 3 hebdomadaire. C'est quoi vos 3 grosses priorités de la semaine? Est-ce que je progresse? Est-ce que j'avance? Numéro 4, c'est quoi mon top 3 du lendemain? Et dans le top 3 du lendemain, la première priorité, top 1, en entrant au travail, qu'est-ce que je fais? Je me mets pas dans le courriel, je vais pas dans les messageries. Donc, je vais déposer un bloc de travail le matin en arrivant. N'oubliez pas, là, vous rentrez au travail, vous enlevez votre manteau si vous en avez un enlevé, vous vous asseyez au bureau et vous vous mettez à travailler sur la priorité numéro 1. Vous exécutez, vous êtes en mode Navy SEAL le matin en arrivant au travail. Quand vous aurez fait ça, vous pourrez aller voir vos courriels et rechercher votre shot de dopamine. La 5, revoir votre gestionnaire de tâches. Ça se fait rapidement parce que quand on la voit à tous les jours, sa liste de tâches, c'est difficile de perdre le contrôle dessus. Fait qu'on est pas mal toujours en contrôle sur son gestionnaire de tâches parce qu'on a une étape d'entretien de la liste qui arrive dans le rituel de fermeture de journée. L'étape numéro 6, préparer son bureau, l'environnement physique, préparer son ordinateur, l'environnement numérique pour exécuter la tâche numéro 1 que je vais faire en arrivant au bureau le lendemain matin. L'étape numéro 7, choisir ce que vous apportez avec vous. Soyez stratégique et intentionnel. Visez pas la perfection. Comme je le disais, si vous êtes entrepreneur, c'est possible que vous fermez la journée et que vous allez vous apporter peut-être 45 minutes que vous voulez passer en soirée sur une tâche spécifique. C'est correct. Si ça fonctionne bien pour vous et ça a plus ou moins d'impact avec votre vie personnelle, ça fonctionne bien. Il y a des couples que les deux sont très occupés aussi et les deux vivent très bien dans cet écosystème-là. Donc, il ne faut pas essayer de se juger ou juger les autres. Il faut prendre ce qui fonctionne bien avec ça, mais il faut se mettre des frontières. Étape numéro 8,
choisir votre point d'ancrage, poignée de porte du bureau, poignée de porte de la maison, la poignée de porte de la voiture. Il y a beaucoup de poignées de porte dans mes exemples, hein? Mais ça peut être prendre la sacoche pour le briefcase, la valise, le sac à dos, quand vous le mettez sur l'épaule, ça peut être ça aussi. Assurez-vous qu'il y en a un d'identifié qui est clair. C'est comme si ça termine la journée quand je mets mon sac à dos sur mon épaule gauche, sur mon épaule droite. Ça veut dire game over. Félicitations, Pat. Une autre journée terminée. Alors, j'espère que ça vous aide. Je vous invite sincèrement à vous appliquer, l'inscrire à votre agenda, à mettre les étapes que je viens de vous donner et à vous mettre dans l'action. Dès demain. Dès demain, essayez-le. Visez pas la perfection, mais commencez-le pour pouvoir maîtriser ce rituel-là le plus rapidement possible. Vous allez voir, c'est le rituel qui est le plus game changer. Dans tout ce que j'enseigne, si on me dirait demain matin, tu peux juste enseigner une chose, j'enseignerai pas au monde à se lever à 5 heures du matin, jamais de la vie. Pas que c'est mauvais, non, mais parce que ce rituel-là est beaucoup plus game changer sur ta performance au travail et ta performance dans ta vie personnelle, parce qu'il va couvrir à peu près tous les angles dans un laps de temps très, très, très court. Puis ça ferme la boucle, ça rouvre la sphère personnelle, ça vous libère l'esprit parce que le lendemain matin, vous savez sur quoi vous allez travailler en arrivant au bureau, vous savez c'est quoi vos 3 priorités de la journée, vous savez les petites tâches qui ne sont pas dans vos priorités que vous devez faire. Vous êtes couvert sur à peu près tous les fronts. Donc, ça vous permet de travailler, de bien dormir, de travailler dans votre zone du cadran 4, de l'importance et de faire avancer vos progrès et de vous sentir très, très, très utile et beaucoup plus satisfait de votre travail parce que vous êtes davantage en contrôle. Je vous salue tout le monde. On se revoit très prochainement. Ciao!